Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps. Ici Maude Savaria au micro pour la première fois à l'animation et pour la dernière émission de la saison. Mais pleurez pas trop vite, Magali est contente, là, mais pas tout le monde. Hein? On revient en septembre, oui, avec de nouvelles chroniques, de nouveaux chroniqueurs, de nouvelles chroniqueuses et bien des anciens et anciennes. Et aujourd'hui, nous sommes en direct de la station éphémère Quai des Barges, près du canal La Chine. Donc, c'est l'été, on sort un peu. Nous sommes dans un ancien wagon de métro, aménagé ici pour l'été, avec une vue, ma foi, merveilleuse sur notre belle ville et un public en délire. Salut Charles! J'espère que tu nous entends! Donc, j'accueille aujourd'hui trois chroniqueurs merveilleux. D'abord, Gabriel Thériault, qui termine sa série sur l'histoire de l'environnement au Québec, avec nul autre que Pierre Dansereau. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Ensuite, Mathieu Cordeau, notre cher régisseur, nous offre une chronique aujourd'hui sur son auteur préféré, je crois, Émile Zola. Salut, Mathieu. Salut. Et finalement, David Girard est avec nous. Il va nous parler de l'île aux lièvres et des îles du Pot à l'eau de vie, qui sont toutes deux dans le fleuve Saint-Laurent. Bonjour, David. Bonjour. Et aussi avec nous dans le studio wagon de métro, où il fait très, très chaud, la délicieuse Magali Lagumaltais. Délicieuse. Oui, qui aujourd'hui co-anime avec moi et nous raconte un fait historique. De quelle nature, Mag? Fun ou morbide? Comment tu les aimes? Ben, je vais peut-être être un peu moins délicieuse et honorer la tradition dûment établie au cours de cette année, en restant du côté du macabre. Donc, j'aime quand on respecte les traditions. C'est ça. Je vais donc vous parler d'une tête décapitée, momifiée et conservée pendant des siècles par divers collectionneurs. C'est Légion, on aime ça. Et donc, c'est pas la tête de n'importe qui, parce qu'en effet, récemment, une équipe de chercheurs français a découvert qu'il s'agissait de nul autre que la tête de leur fameux roi Henri IV. Ah, ouais. Oui, Henri IV pour la petite histoire. La Révolution française est bas son plein et les caveaux des rois, des symboles forts en fait du pouvoir monarchique, vont être profanés, donc ouverts. Et on dit même que le corps de Henri va être sorti de son tombeau et exposé pendant 2 jours à la foule qui se gêne pas pour prendre des petits bouts, parce qu'on sait jamais, une petite relique. Ça porte chance. C'est ça, ça fait plaisir d'avoir ça dans la famille. Mais là, il y a quelqu'un qui va partir avec un très gros bout, c'est-à-dire sa tête. Et Ça n'a pas été quelque chose de simple. Donc, c'est tout un chapeau, finalement, que j'ai choisi de porter afin de dresser un portrait le plus fidèle de ces contextes historiques et des personnages abordés. Donc, dans le cadre de cette chronique, comme Maude l'a mentionné, je vais aborder l'implication du scientifique Pierre Dansereau, donc, qui est une figure reconnue mondialement pour ses travaux en écologie, ainsi qu'en écologie humaine, au cours des années 1950 jusqu'à son âge vénérable de 93 ans. Donc, je propose de faire un retour sur ce que nous avons vu sur l'environnement québécois pour ensuite présenter l'œuvre de Pierre Dansereau au sein d'un contexte environnemental chargé au Québec, donc dans les années 60-70, pour conclure sur la pertinence et ce que nous avons pu apprendre sur l'histoire de l'environnement et de l'écologie au Québec. Donc, un petit retour sur ce que j'ai déjà abordé dans mes chroniques précédentes. Donc, dès la colonisation, à l'époque de la Nouvelle-France, les administrateurs entreprennent des campagnes de description et d'identification de la vallée laurentienne. Donc, c'est le cas, par exemple, du naturaliste Pierre Boucher, qui va mener son enquête de description sur l'histoire naturelle et les mœurs et coutumes de la colonie. Donc, essentiellement, c'est une œuvre de propagande qu'il va faire qui incite à la migration des colons français en 1864. Et puis, les écrits de Pierre Boucher vont permettre d'avoir un aperçu assez complet pour l'époque de l'environnement hostile du pays, donc composé essentiellement de maringouins, d'un hiver rigoureux et de méchants Iroquois. le trio infernal. Le trio infernal pour un colon français. Donc, pour la période de la Nouvelle-France, c'est du début de la colonisation britannique en pays canadien. C'est un moment d'exploration et de quantification de l'espace physique à des fins politiques, de conquête territoriale et même de savoir universel. J'ai aussi évoqué... Et Benjamin Sulte ont écrit à la même époque que Guillaume Lévesque, dans la même mouvance? Ou... Aubert de Gaspé, il est contemporain de Guillaume Lévesque, et puis c'est comme une espèce de première période de littérature nationale, et puis de Benjamin Sulte, espèce de chroniqueur qui fait de la commémoration, mais que je vais essayer de voir si lui aussi écrit justement sur la nature et l'environnement.
dans le cadre de mon mémoire que vous allez pouvoir lire bientôt. Donc, toujours cet esprit nationaliste. Il y a aussi les botanistes qui se sont intéressés à l'environnement physique laurentien afin de se l'approprier. C'est le cas à la fin du 19e siècle et au début du 20e, où des religieux tels l'abbé Léon Provencher et le frère Marie-Victorin ont entrepris respectivement de dresser l'inventaire de la flore laurentienne. L'objectif était d'avoir une connaissance globale du territoire québécois et que pour tous puissent finalement se l'approprier. Donc, on est rendu à Pierre Dansereau, donc un dernier saut dans le temps pour terminer l'histoire de l'environnement au Québec. Donc, l'écologie humaine. Donc, c'est cette perception de l'environnement qui fut toujours en évolution au fil du temps au Québec et en Occident, pris en compte le rôle de l'humain dans les perturbations environnementales. Donc, c'est un acteur présent tant positivement que négativement, on peut dire. Est-ce que c'est lui qui va établir, dans le fond, que l'être humain est partie prenante de l'écosystème? C'est pas quelque chose... On n'est pas au-dessus de l'écosystème? Ben ça, c'est Darwin. Ouais. Mais on le disait pas de la même manière, en fait. On disait pas écosystème à l'époque, mais Darwin le dit. Mais pendant des générations, on réfutait Darwin, puis on savait pas comment l'aborder. Est-ce que l'humain est dedans dans l'environnement? Est-ce qu'il est à l'extérieur? Donc, c'est tout à fait compliqué. Puis encore des gens qui s'obstinent là-dessus, puis je pense que c'est un faux débat. Là. Encore aujourd'hui, la question, c'est qui mange qui? Oui, c'est ça. C'est l'œuf ou la poule. Donc, pour répondre à la question, on sait de fond depuis Darwin, mais bien qu'au Québec, ça a été plus difficile à accepter, à cause de la religion, que l'humain fait partie de l'environnement, mais on ne croyait pas que la force humaine avait un impact sur le bon fonctionnement des écosystèmes, mais ces années 60, on est au courant. Donc, ce contexte social fut un moment de prise de conscience au sein de la société civile, organisations sociales, mais également des institutions et du cercle scientifique. Donc, les travaux de Dansereau coïncident avec ceux de plusieurs autres chercheurs sur la crise environnementale avec la compréhension de l'écosphère. Donc, on va étudier l'environnement comme étant un tout, grosso modo. Et puis, Dansereau, cependant, ne se donnera pas le titre d'écologiste, que lui veut plutôt associer au militantisme. Donc, lui, c'est un chercheur scientifique qui est à la fois dans son laboratoire, à la fois sur le terrain, mais n'est pas dans la rue, en fait, pour faire des manifestations. Mais est-ce que les groupes militants vont prendre son savoir aussi pour l'aider, de dire l'humain fait partie de l'écosystème, mais il faut faire quelque chose en tant qu'humain pour aider l'écosystème? Mais clairement, parce que Dansereau, c'est un grand vulgarisateur, en fait. C'est un littéraire aussi. Il a une très, très belle plume, en fait. Il était compagnon de Saint-Denis Garneau à un moment donné, donc c'est un littéraire aussi. Donc, c'était quand même accessible ce qu'il écrivait en français, justement, parce qu'il écrit beaucoup en anglais. Donc, il y a beaucoup de groupes militants qui vont avoir une prise de parole au sein du discours public afin de se faire entendre et se faire entendre justement leur position vis-à-vis des problèmes socio-écologiques qui sont grandissants. On peut noter par exemple la Société pour vaincre la pollution qui est fondée en 1970 et même la prise en compte des doléances d'organisation dans la planification gouvernementale, tel le chantier de la baie James en 1971. Donc on statuait que la baie James était considérée comme un vaste territoire naturel où l'on peut effectuer les études multidisciplinaires afin de voir comment les processus écologiques peuvent être bouleversés justement par les grands projets, les grands chantiers. Donc, l'écologie, l'État, la science, la conscience environnementale, la société civile et les organisations militantes doivent composer ensemble à une nouvelle époque où l'environnement fait manchette à toutes les semaines. Mais à quoi consistent les travaux de Pierre Dansereau? En fait, je vais résumer essentiellement c'est quoi son écologie pour lui. En fait, l'application des modèles écologiques sont originaux dans la mesure où ils remettent en question et innovent dans la façon de voir le comportement des sociétés humaines et des écosystèmes. En fait, l'écologie humaine, comme j'ai mentionné plus tôt, fait partie des travaux principaux de Dansereau. Dans le cas de Dansereau, il s'agit d'une approche écosystémique, où on prend en compte toutes les interactions de la nature. Il s'agit, selon lui, du meilleur moyen pour comprendre la société et l'environnement, qui sont indissociables. Il va modéliser ce qu'on appelle la boule de flèche. En fait, je vais mettre l'image sur la page Facebook, mais je vais le montrer aux chroniqueurs. Juste là, les auditeurs peuvent voir au micro maintenant. Les auditeurs peuvent voir aussi également. Oui, donc, très possible. On voit une boule. La boule de flèche. Donc, la boule de flèche, ça représente une modélisation de ce qu'on appelle un écosystème. Donc, la boule de flèche, c'est 6 niveaux trophiques. Donc, c'est des niveaux d'interaction qui représentent grosso modo les étapes du cycle de l'écosystème par le flux des matières. Donc, tout est en interrelation. Donc, le premier niveau trophique représente ce qui est le minérotrophique. Donc, c'est ce qui est en lien avec les minéraux, les roches, tout, etc. Vous savez c'est quoi. Donc, le second niveau trophique, c'est celui de la phytotrophie. Donc, c'est en lien avec la photosynthèse et puis l'enracinement.
Ensuite, le troisième, ça s'appelle la zootrophie herbivore. Donc, c'est le processus de reproduction des plantes. Le quatrième est celui de la zootrophie carnivore, donc le principe de prédation. Là, il reste 2 niveaux. Puis en fait, c'est là l'originalité de Dansereau. En fait, c'est ceux de l'action humaine, les 2 derniers niveaux, ce que ça représente. Donc, le quatrième est celui de l'investissement, c'est-à-dire le processus de stockage, d'accumulation, de construction, d'urbanisation. Et puis, le dernier niveau, c'est celui de la nootrophie. Donc, ça s'appelle comme le contrôle, grosso modo. Donc, c'est les processus d'aménagement, de planification, puis de finance. Donc, pour Dansereau, ce modèle-là va permettre de jumeler les sociétés aux écosystèmes sans les opposer. Par exemple, un écosystème type qui peut s'appliquer à la vallée laurentienne est celui de la cabane à sucre. Donc ça, c'est un écosystème que Dansereau va modéliser, donc avec la boule de flèche. Puis en fait, je vais conclure là-dessus. Donc on peut très bien s'imaginer la boule de flèche s'appliquer sur l'écosystème de la cabane à sucre. Bon, pour les minéraux, on va parler du sol glaiseux de la vallée laurentienne. On va parler des fougères, de la broussaille, les fourmillements de petits insectes, aussi des raccoons, donc les ratons laveurs. Pierre Dansereau écrit les raccoons. Et puis, le chasseur, donc le lynx, etc. Mais aussi, il y a des érables. Bon, dans la cabane à sucre, on sait qu'ils vont se succéder naturellement, mais d'autres qui vont être organisés par l'humain. Donc, leur produit va être emmagasiné pour la vente et l'échange. Donc, le produit final, le sirop d'érable, va être transporté vers un autre écosystème, donc l'écosystème urbain, le village, etc. Donc, il s'agit donc d'une manière de comprendre l'environnement québécois et n'importe quel écosystème, sans négliger l'apport négatif ou positif de l'humain, qui prenant bien soin de mettre en relation toutes les interactions d'un écosystème à un autre. Donc, les frontières sont perméable. Donc, évidemment, c'est pas quelque chose qui est fermé, simplement. Et ce modèle-là, est-ce que c'est encore utilisé dans les sciences environnementales, l'écologie en ce moment? Bien, on l'apprend à l'UQAM. Encore aujourd'hui, bon, évidemment, c'est sûr que Dansereau, c'est une fierté uqamienne, mais c'est une bonne comprendre. C'est une bonne façon de comprendre les écosystèmes d'une modélisation qui est qualitative. Évidemment, c'est pas une modélisation qui est quantitative, là, comme par exemple, quand on parle de climax, les climax, c'est la succession des végétaux jusqu'à leur moment de croissance absolue, mais il va être encore utilisé aujourd'hui pour comprendre l'écosystème de manière qualitative, donc interaction humain-environnement. Donc, il y a quand même produit du savoir qui est encore utilisé aujourd'hui, puis il y a eu une importance assez... significative à l'UQAM pour se faire nommer le complexe des sciences au complet à son nom. Oui, c'est pas juste un pavillon, en fait, c'est le complexe au complet qui s'appelle Dansereau. Et puis, définitivement, c'est une personne très, très influente dans l'univers des sciences mondialement. Parfait. Merci, Gabriel, pour toutes ces informations pertinentes. Nous allons maintenant en musique avec The End of That, titre thématique pour aujourd'hui de Plants and Animals. Tried cocaine just to know what it could do. I had to try it again just to give it a second chance. But it tore out my soul, passed out, crashed out on a mat. And that was the end of that. Lately, I've been such a drag, all down in the dumps, man, moping and dragging my feet, coping with a life of luxuries, focus on my defeats, and all the things it sucks to be, like the great one said, it's a crock-roll crab, and that was the end of that. Here we go. Wait, don't go. You distract me so, you make it so easy.
locked up bumblebee heading for the potpourri of the ladies' room. Wait, don't go. You turn me on so with your bee-sting lips and your pepper grinder hips, like a thread and a needle. We're just typical people. We're hoping to be friends, do cool stuff, and be equal. I think that's where it's at. Can we just say that oh was the end of that? 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 Was the end of C'est ça. De retour à Histoire de passer le temps avec Maud Savaria au micro. Après cette petite pause fraîcheur pour nous, nous allons poursuivre tout de suite avec Mathieu qui, après ce savoureux choix musical, nous parle d'Émile Zola, auteur que je connais un peu. J'ai bien aimé Germinal, que j'ai lu en 2012 pendant la grève. Toi, Mathieu, c'est lequel ton préféré? C'est lui. En fait, j'en ai 3. Je pourrais pas dire lequel, là, mais de l'argent, Germinal, puis l'Assommoir. Okay. C'est mes livres préférés, mais je les ai pas dans la tête. Et oui, en fait, aujourd'hui, c'est ça, pour ma dernière chronique à Histoire de passer le temps. Après 2 ans, il faut savoir quand prendre sa retraite. Merci, Mathieu. Moi, je pense qu'on va le convaincre de revenir un petit peu l'année prochaine. Je m'étais dit que je devais boucler la boucle et parler finalement d'un auteur que je suis constamment en train de citer à ce micro, Émile Zola. Bravo. Et oui, justement, c'est avec Germinal que moi aussi, j'ai été initié à Zola, dans le fond, dans les géants de la littérature française. Et il y en a beaucoup, mais Émile Zola, il tient une place toute particulière de son vivant dans la société française de l'époque, en devenant l'une des premières figures de ce groupe officieux que l'on appelle dès lors les intellectuels, avec un grand I. Et pour ma part, outre une partie de ses livres que je dévore avec intérêt depuis le cégep, c'est surtout en sa qualité de témoin de son siècle qui m'intéresse. Donc, Zola est peut-être un auteur, mais il est avant tout un journaliste. Et c'est sa volonté de vouloir décrire le plus fidèlement possible la vie ordinaire des gens de la seconde moitié du 19e siècle qui le rend d'autant plus intéressant à mes yeux d'historien. Si Charles Dickens romance un peu la vie des ouvriers en Angleterre au début du 19e siècle, ou que Léon Tolstoï décrit minutieusement la vie des paysans russes pendant les guerres napoléoniennes dans Guerre et paix, Zola, lui, s'attaque à une fresque monumentale de 20 romans, à l'histoire d'une famille, des Rougon-Macquart, la nourriture avec le ventre de Paris, l'alcoolisme héréditaire avec l'Assommoir, la cupidité avec l'argent, la consommation avec Au bonheur des dames, la prostitution avec Nana, et les conditions ouvrières dans Germinal. Bon, tous les aspects de la société y passent. Mais bon, maintenant, assez de louanges et parlons du principal intéressé. Émile-Édouard Charles-Antoine Zola, né le 2 avril 1840 à Paris, d'un père italien et d'une mère française. Alors qu'il a 3 ans, sa famille déménage dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, où son père, ingénieur civil, y est affrété à la construction d'un aqueduc. Puis, celui-ci crée une compagnie, la Société du canal Zola, en vue de la construction d'un barrage. Les travaux du barrage Zola débuteront en 1847
Mais François Zola meurt d'une pneumonie en mars 1847. C'est triste. Oh, Et oh. floué par ses partenaires d'affaires de son père, la famille Zola va être ruinée en 1853. Ah, d'où sa prise de position sur la cupidité. Hein. Exact. Il a fait 2 livres, en fait, La Curée aussi par de ça. Ouais. Et ce dernier, en fait, qui était aussi un enfant unique, vivra son enfance à Aix-en-Provence avec sa mère et sa grand-mère. Et c'est aussi dans cette ville qu'il deviendra le meilleur ami, en fait, du futur peintre Paul Cézanne, ainsi que le futur scientifique Jean-Baptistin Baille. Puis on peut voir plein d'endroits où est-ce qu'ils ont discuté et qu'ils sont devenus amis quand on visite la ville d'Aix-en-Provence. Je pense qu'on peut aussi visiter le barrage. Le barrage Ouais. et le pont aussi. Là, il y a un pont. De Zola, mais pas Émile. L'autre. Émile Père. François, de François. son nom. Sur la Son enfance dans le sud de la France marque aussi un peu son univers littéraire, puisque c'est aussi le lieu d'origine de la famille Rougon, qui prend place dans sa fresque romanesque, dans la ville fictive de Plassans, qui n'existe pas, et qui serait fortement inspirée d'Aix. Et comme les Rougon, Zola quitte pour Paris dans l'espoir d'un avenir meilleur, et aussi pour rejoindre un membre de sa famille, à l'instar de ses personnages. Dans la capitale, il vit dans la précarité et tente par 2 fois, sans succès, de passer le baccalauréat. Donc on se rappelle que le baccalauréat en Oups. France, c'est la fin des études secondaires. Et qui ne tiendra jamais, en fait, d'ailleurs. Donc, cet échec le pousse dans une sorte dans une incertitude financière où il survit grâce à de maigres salaires et même pendant une longue période sans emploi. Jusqu'au jour où il rencontre, en 1862, Louis Hachette, fondateur de la célèbre maison d'édition française, qui est aujourd'hui premier éditeur en France. Wow. Hachette l'embauche comme commis dans sa librairie et malgré son manque d'éducation, il montra les échelons de la compagnie au point d'en devenir l'attaché de presse du service de publicité. Vive Pas les pire libraires. pour un gars pas Quand même. d'éducation. Mais c'est aussi là qu'il se crée un solide réseau de contacts dans le monde littéraire, comme les frères Goncourt, Flaubert ou de Maupassant. En fait, tous ceux qui vont être dans son mouvement naturaliste. Donc, tu sais, finalement, la morale de l'histoire, lâchez l'école, venez prendre un verre avec nous, vous allez rencontrer des gens et vous allez travailler. Exactement. Ben, Steve Jobs n'avait pas d'éducation, puis il y a bien des gens qui voient ça comme un idole. Oui. Ah, Je suis pas sûre que ça marcherait pour moi, par exemple. On va, en tout cas, on verra. Mais ouais, c'est ça. Donc, mais lui, par la suite, il va commencer en fait des collaborations régulières dans des journaux dès 1866. Donc, il n'a peut-être pas d'éducation, mais au moins, il sait écrire. Puis, il va surtout être critique d'art et de littérature. Il profite aussi, dans un certain sens, en fait, de l'essor rapide de la presse à grand tirage, qui a vraiment un besoin insatiable de nouvelles plumes. Donc, c'est pour ça aussi, d'après moi, que malgré le fait qu'il n'ait pas d'éducation, il peut quand même plus facilement entrer dans ce métier-là, parce qu'on a besoin de beaucoup de gens. il était à bonne place au bon moment. Exactement. Puis il y a quand même une certaine éducation pour le 19e siècle s'il sait bien écrire comme ça. Oui, là. non, c'est ça, c'est Faut ça. Non, non, c'est pas... C'est pas zéro, là. Non, non, non. Quand même non. aller Mais jusqu'au primaire, il là. n'a pas le bac. Oui, mais ça. Ce qui, pour la bonne société française, est vu comme un échec. Et donc, c'est ça, avec la libération aussi de la presse en 1868, Zola va commencer à faire du journalisme politique. Il sera un farouche opposant de l'Empire, de Napoléon III, et il utilisera amplement sa plume pour le critiquer. Pendant la guerre franco-prussienne, où il n'est pas mobilisé à cause de sa myopie, il doit fuir dans le sud de la France avant que les troupes allemandes ne prennent la ville. Bien qu'il va se réjouir de la chute du Second Empire, il est scandalisé par les agissements de la Commune, dont celui d'interdire certains journaux et aussi de le mettre lui-même arbitrairement en prison. Ah, OK, il Ah était oui. trop modéré pour eux. Exactement. Il devra fuir encore Paris pendant quelques temps. N'en reste, il n'est pas non plus un partisan des Versaillais qui écraseront violemment les communards. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'il se situe dans le spectre politique, mais ça devrait être pas mal dans une extrême milieu gauche. En tout cas, il se situe en prison. Oui, exactement. Madame. Et puis, c'est aussi dans cet après-Second Empire que va germer dans sa tête cette idée d'une fresque romanesque, d'une famille type ayant vécu sous le règne de Napoléon III. Donc, on se rappelle plus facilement du titre Les Rougon-Macquart, mais le vrai titre, en fait, de sa série, c'est Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Donc, déjà qu'avec ce titre, il nous propose explicitement que son travail devrait presque relever plus de l'ordre d'histoire que de la littérature. Donc, ce que Zola nous offre, en fait, c'est une capture du monde en tant que témoin de son siècle. Il le fait en plus avec un souci de rigueur journalistique, mais surtout à travers beaucoup d'observations. Donc, ce qui est vraiment caractéristique chez Zola, ce sont ses cahiers d'enquête qui précèdent chacun de ses romans. Donc, ils sont en fait, vraiment, c'est l'exemple parfait, c'est le cas de Germinal. Donc, il va se rendre lui-même au pays des mines, dans le nord de la France. Il va aller dans le coin de Valenciennes, qui n'est pas trop loin de la frontière avec la Belgique. Et il visitera lui-même la mine d'Anzin.
Et sur place, il va noter des témoignages, note le jargon des mineurs qu'il recréera dans son livre. Il va s'habiller en mineur et il va descendre dans les galeries souterraines. Donc, en fait, il voulait vraiment vivre la mine. C'est l'ancêtre du journaliste Gonzo. Là. Ouais. Et il vivra même la grève de 1884. Donc, mais en même temps, ça sera une expérience qui va l'aider à décrire qu'est-ce qu'une grève dans le monde minier. Mais dans son roman, ça sera la grève de 1866 qui va s'inspirer dans Germinal, en fait. Puis il va prendre ça à partir de témoignages de mineurs sur place. Et à travers ces 20 romans, il va exploiter, dans le fond, comme je l'ai dit précédemment, plusieurs facettes de la société, donc la cupidité, la consommation, la politique, etc., tout en introduisant plusieurs nouvelles notions scientifiques d'époque. Donc, entre autres, celui de l'hérédité, qui est vraiment la plus marquante, la plus importante dans cette série, en se basant sur les travaux d'un médecin français, Claude Bernard. Bon, ces théories-là ont été démolies par la suite, mais à l'époque, c'était à la mode. Et la tare principale dans cette famille est l'alcoolisme. Et dans le fond, il va vraiment le traiter, surtout dans le roman La Mémoire, qui était le 7e de la série, et aussi son plus gros succès. Mais l'alcoolisme va suivre, en fait, tous les membres de cette famille, du début jusqu'au dernier roman. Mais aussi, la popularité des romans va aussi varier dans le temps. Donc, j'ai tellement de sujets différents et avec des sensibilités différentes selon les époques. Germinal va toujours trôner, en fait, au sommet. Mais en 1927, le deuxième roman le plus vendu était La Débâcle, que j'avais utilisé pour introduire ma chronique sur la guerre franco-allemande. On s'en souvient. On s'en souvient. Oui, allez l'écouter. Puis en 1993, il glisse en 17e position. Contexte d'après-guerre, probablement pour la popularité de La Débâcle. Puis l'argent et le docteur Pascal vont aussi quitter le top 10 entre 1927 et 1993. Alors qu'Au Bonheur des Dames, qui traite de la consommation et des grands magasins, passe de la 14e place à la 4e. C'est que la consommation, elle est en vogue. Exactement. Qu'est-ce que ça dit sur nous? Oui, je sais pas. Mais d'autres bougent moins, comme l'Assommoir, qui était à la 3e place en 1927 et qui est maintenant à la 2e place. Donc, l'alcoolisme est plus intemporel que l'intérêt pour la guerre franco-allemande, j'en crois. Les Rougon-Macquart sont aussi un gros morceau de l'œuvre, mais ça n'explique pas seul sa notoriété qu'il aura de son vivant. Donc, tout d'abord, sa relation avec les autres grands du mouvement naturaliste, qui va tourner au vinaigre lorsque, après ses succès littéraires dans les années 80, un collectif comprenant Edmond Goncourt signe le Manifeste des Cinq dans le Figaro en 1887, qui juge sévèrement Zola en dénonçant sa niaiserie de ses leçons d'hérédité et déclarant que le maître est descendu au fond de l'immondice et qu'il caresserait dès lors des objectifs plus mercantiles qu'artistiques. C'est vraiment avec sa sortie publique dans l'affaire Dreyfus qui va atteindre en fait la célébrité, qui va atteindre en fait cette espèce d'étiquette de intellectuel avec un grand I. Et pour faire vite, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que l'affaire Dreyfus? Un capitaine, Alfred Dreyfus, d'origine alsacienne et juive, est accusé par un tribunal militaire d'être un traître et d'avoir vendu des informations à l'Allemagne. Donc, notons qu'entre la guerre franco-prussienne et la Première mondiale, les Français et les Allemands ne s'aiment pas. Et s'ensuit, enfin, après un procès bâclé où il est condamné à perpétuité au bagne de Guyane en 1894. Pour savoir, le bagne de Guyane, c'est comme l'équivalent pour les Français de ce que Alcatraz était pour les Américains. Donc, la pire des prisons. Mais somme toute, ça reste en fait un fait divers de second ordre, un peu comme l'assassinat de François Ferdinand Pour l'Europe, c'était un fait divers de second ordre, jusqu'en 1897, quand sa famille va pousser, parce que dans le fond, ils avaient de l'argent, vont pousser pour réouvrir le dossier, et on va se rendre compte qu'il y avait en fait une erreur judiciaire. Mais le vrai coupable, qui était chrétien, sera innocenté. Plus parce que l'armée pouvait pas se permettre de perdre la face d'avoir fait une erreur judiciaire. Puis il y a beaucoup d'antisémitisme à la racine de tout ça, au final. Exactement. Donc, devant ces événements, en fait, Émile Zola va faire paraître en janvier 1898, en première page du journal L'Aurore, dirigé par Georges Clemenceau, La charge j'accuse, donc assez célèbre, un texte acerbe où il va invectiver plusieurs hauts gradés de l'armée, en fait les salissant comme ça. Justement, il avait voulu sauver la face de l'armée, finalement ils se font un peu salir par un petit littéraire prétentieux. Et il va viser les hauts gradés de l'armée et il va aussi viser directement le président Félix Faure, qui en passant meurt un an plus tard des suites d'une fellation. C'était un fait que tu avais déjà abordé à l'émission. Exactement. Donc, on essaiera de retrouver ça. Il est mort de sa belle mort. Fin de la parenthèse. En passant, il était en poste, donc il est mort. Donc, t'es obligé d'aller à l'élection après pour ça. Et c'est Georges Clemenceau qui disait il a voulu vivre comme César et il est mort pompé. Donc, et après, la presse à grand tirage a voulu jouer beaucoup là-dessus et appelait sa maîtresse la pompe funèbre.
Ah, les jeux de mots, ça date pas d'hier. Mais c'est hein? juste une parenthèse, là. Exact, mais là, ouais, ma parenthèse a fini réellement. Donc, lui, il va devoir s'exiler à Londres pendant plusieurs années, mais il aura au moins réussi à amener ce débat en fait, sur la place publique. Un débat qui va vraiment déchirer la société française avec un fond d'antisémitisme. Donc, ceux qui... Oui, ceux qui seront pour la libération du capitaine Dreyfus et ceux qui disent ben c'est juste un maudit juif, donc il peut rester en prison. Mais j'ai une petite question. Est-ce qu'on sait finalement s'il est libéré ou non, le pauvre Dreyfus? Il a été libéré en 1908, je crois. Oh mon Et il Dieu. a réintroduit l'armée. Mais, Mais l'affaire Dreyfus, c'est très compliqué. On pourrait faire une vraie chronique là-dessus. Ouais, c'est un sujet peut-être de l'année chronique. prochaine. C'est un sujet de chronique. Mais Émile Zola, pour avoir défendu ça, va être obligé de s'exiler, mais aussi il va perdre en fait la croix de la Légion d'honneur qu'il avait reçue. Il ne va jamais la recevoir, en fait, même posthume. Donc, c'était vraiment intense. Et donc, Émile Zola, après, il va mourir asphyxié dans son appartement parisien le 29 septembre 1902. Et les causes de sa mort restent encore suspectes parce qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis pendant ce temps-là. Évidemment. Donc, une bonne partie de toute la France catholique, très catholique et conservatrice, te déteste. Et toi, par magie, tu meurs asphyxié dans ton appartement parce que ta cheminée est bloquée. Donc, Ce qu'on appelle un hasard de l'histoire. exact. Mais dans le fond, le retentissement de sa mort va vraiment être important, donc dans la presse et tout ça. Donc, ça représentait aussi, à l'image du personnage, à quel point il était important pour la société française à l'époque. Et sa dépouille sera transférée en 1908 au Panthéon. Voilà. Au moins. Et encore très populaire aujourd'hui dans les cours de littérature au cégep. Oui. Voilà. Donc, merci Mathieu pour toutes ces informations et j'espère vraiment que ce ne sera pas ta dernière chronique à Histoire de passer le temps. Je vais te convaincre l'année prochaine. Donc, on s'en va en musique avec Bleeds de Bishop Morocco. De retour à Histoire de passer le temps avec Maude Savaria au micro. C'est l'heure de notre dernière chronique de la saison.
David C'est triste. Girard nous fait cet honneur et il vient nous parler de tourisme au Bas-Saint-Laurent. Comment a été ta fin de semaine dernière? Bien. Très bien. Paraît-il. Voilà. Oui, ouais, content d'être de retour au micro de la merveilleuse émission Histoire de passer le temps. Encore plus content, évidemment, d'être ici avec vous sur le bord du canal de la Chine, dans ce tout nouveau village très montréalais. On va se le dire. D'ailleurs, je ne savais pas que Montréal avait développé une partie de son métro à l'extérieur, ce qui est formidable, évidemment. Blague à part, ça fait très drôle d'être ici avec vous, où étaient jadis présents les bassins de chargement, probablement l'un des endroits les plus pollués, les plus sales et les plus glauques de toute l'île de Montréal. Puis là, c'est Donc, assez cute. Hein? Oui, c'est très beau. Chantez-moi. Le site est enchanteur, effectivement. Je profite d'ailleurs de la proximité avec l'eau, ici, sur notre côté, pour vous partager, pour poursuivre en fait mes chroniques sur l'histoire du Bas-Saint-Laurent en vous parlant de l'île aux lièvres et de l'île du Pot-à-l'eau de vie. Et je poursuis également là, dans la série de sujets préférés à Mathieu Gourdeau, là, les chroniques qui portent sur la mort, la tristesse et le désespoir, évidemment. Il va falloir se trouver une autre thématique pour l'année Histoire, prochaine. le but étant évidemment de contraster avec cette belle journée ensoleillée. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Ben, mon objectif est fort simple, c'est d'allier ici histoire et plein air pour vous permettre de profiter et de planifier votre prochaine visite dans le Bas-Saint-Laurent. Et voilà. C'est un peu notre agent touristique la journée. Exactement. Belle région. Je remplis votre agenda comme ça. L'île aux lièvres et l'île du Pot-à-l'eau de vie, qu'est-ce qu'on trouve là-bas? Des lièvres, évidemment, un renard, des oiseaux en quantité industrielle, des canards, des petits pingouins, des phoques et une quantité phénoménale de moustiques. De l'eau de vie? Non. Ah. Ben oui, si on en amène, mais en tout cas, ça, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Dormir en chalet, en auberge, en camping, de la marche en forêt, réfléchir sur le temps qui passe, ou bien écrire sa thèse de doctorat ou sa mémoire de maîtrise, si on nous tente de me laisser en vacances. Mais Ça c'est doit pas être joli. le cas. Oui, tout à fait. Combien... comme nous ne sommes pas évidemment une émission dédiée aux touristes, le sujet a déjà été bien couvert par la presse. Je vais plutôt me concentrer sur la question qui vous brûle les lèvres. Les lièvres, ils viennent d'où? Oui. Hein? On ne le sait pas. Ah, bon, bonne réponse. C'est plate, mais oui, c'est ça. Hein. On sait par contre qu'un lièvre, ça court vite et que ça n'en nage pas. Donc, le mystère reste entier. On sait également que c'est Jacques Cartier qui arrête dans le coin en 1536 avant de repartir vers l'Europe à la fin de son deuxième voyage. Et il va noter dans son cahier la quantité impressionnante que l'on retrouve, de lièvres que l'on retrouve présents sur l'île. Ces hommes en profitent pour chasser le petit gibier et refont des provisions avant le grand voyage. Il faut après tout également nourrir le chef d'Onacona qu'on vient tout bonnement de capturer à Québec pour aller le montrer au roi. Bon, c'est bien plaisant, ça. Mais oui, on s'en doute un événement qui provoquera des tensions lors du retour de Jacques Cartier pour son troisième et dernier voyage en Amérique. Surtout que Donnacona est mort en France entre-temps. Bon. Ce qui n'aide pas les relations diplomatiques entre les Français et les Amérindiens. Et voilà, c'est plate de même. Ouais, le premier d'une longue série de bourdes. Exactement. faux, Oui. Le nom des îles du Pot-à-l'eau de vie, quant à lui, est attribuable à l'hydrographe Richard Tétu de la Richardière, qui emploie le toponyme Pot-à-l'eau de vie en 1735. C'est qu'en fait, sur l'île, on retrouve des cuves qui se remplissent d'eau et les sédiments colorent l'eau, lui donnent une teinte brunâtre, la même couleur que le brandy. Donc, d'où le nom, Pot-à-l'eau de vie. Et en anglais, le nom, c'est le Brandy Pot Highland. Moi qui pensais que c'était des histoires de pirates. Ben non, C'est toujours très original dans la façon que les gens à l'époque nommaient des lieux. on regarde ce qu'il y a alentour, puis on dit, ah, ça va s'appeler comme ça ici. Voilà. La petite côte ou la grande côte. Et le canal La Chine ne va pas vers la Chine. Mais Ou c'est le ce qu'on rendu- croyait. Ou le rendu vide. Exactement. Rendu vide. Cela dit, l'importance stratégique des îles est très tôt signalée dans des documents officiels. L'archipel, en plein milieu du fleuve Saint-Laurent, sert de lieu pour le mouillage des navires. Il est facile de se protéger du vent et la faune y est abondante. Par contre, attention, hein, il est aussi facile de s'y échouer en cas de mauvaise manœuvre. Le courant est très fort sur le côté sud, sur le côté nord particulièrement. En 1608, d'ailleurs, Champlain passe tout près d'y terminer son voyage. Il s'en est fallu de peu pour que le don de Dieu, son navire, évite les récifs. Il n'y aurait pas eu de Québec. L'histoire a été si différente. Tout à fait. Hein? Un accident et tout change. En 1740, le Ruby, le navire du roi Louis XV, s'y échoue. Il faut dire que la navigation avait été rendue difficile par les nombreux malades atteints d'une fièvre contagieuse pendant la traversée de l'Atlantique. De nombreux bateaux iront tenter d'aider le Ruby. Après tout, c'est le bateau du roi. Mais en vain, ces derniers trouveront aussi une triste fin sur les rives de l'île. Évidemment, on réussit à déprendre le Ruby de sa fâcheuse situation
Les morts et ceux trop malades pour continuer seront laissés sur l'île, tout simplement. On va enterrer les corps près des sources d'eau potable, ce qui en soi est Un Bonne endroit, idée. brillant. un endroit judicieux pour enterrer les cadavres. Parenthèse, comme ça, à la fin du 19e siècle, quand on construit le phare sur l'île, 2 des 3 sources seront imbuvables. Et les gardiens refuseront tout simplement de consommer l'eau, et leur famille également, parce qu'ils avaient peur du risque de contagion. Puis au 19e siècle, il valait mieux ne pas prendre de chance, Oui, c'est évidemment. pas bête. Non. Une petite toux et la mort est si vite arrivée. Quoi qu'il en soit, les îles s'attirent après le naufrage du Rubis une bien mauvaise réputation. Les livres de l'Hôtel-Dieu à Québec sont d'ailleurs pleins de petits paragraphes comme celui-ci. Là. Mort, victime de l'épidémie en voulant aider le Rubis, navire la déesse. Mort, victime de l'épidémie en voulant aider le Rubis, navire 2 frères. Et puis là, ça continue sur des pages et des pages. Vous comprenez que les conditions de navigation ne sont pas faciles et les accidents sont nombreux au 17e et 18e siècle. Mais à qui appartiennent-elles, ces îles-là? On se pose la question en ce moment, évidemment. Elles sont rattachées tantôt à la seigneurie de Charlevoix, sur la rive nord, tantôt à la seigneurie de Verbois, sur la rive sud. En 1801, Malcolm Fraser, l'un des anciens officiers de Wolfe, en fait l'achat pour son fils Alexandre. Tiens, voilà 2 îles. C'est un beau fond de départ pour la vie à venir. Ça t'aide, comme on dit. Les îles du Pot-à-l'eau-de-Vie ne seront pas habitées. On va y construire un fort en 1862 et l'île aux Lièvres, elle, sera lotie en plusieurs terrains. Plusieurs familles s'y établissent de façon saisonnière. Elles vont construire des habitations, mettre en place des quais, défricher des parcelles de terre pour l'agriculture. La famille Bouchard va même tenter en 1892 et 1893 d'y passer l'hiver. Les conditions sont si pénibles que cette tentative met fin, une fois pour toutes, au projet de colonisation de l'île. Pourquoi construire des terres et des fermes si on ne pourra de toute façon jamais y habiter complètement et qu'on doit rejoindre la terre ferme en hiver? Puis c'était quoi qui rendait en fait la vie si aride un peu sur l'île? En fait, c'est Oui, ben ça inaccessible. j'imagine. Le brandy puis les lièvres. Ah, Exactement. C'est pratiquement inaccessible l'hiver. Il fait très froid et les vents sont très forts. Ah, Donc, voilà. c'est difficile. C'est vrai qu'au large, il fait un petit peu plus froid. Et il y a un petit vent frisquet, comme on dit, ce qui ferait du bien en ce moment. Voilà. Ensuite de ça, sur l'île du Pot-à-l'eau-de-Vie, les gardiens y vivent de façon permanente entre avril et décembre. Le gouvernement fédéral va fournir un bateau de service aux gardiens et il aura de nombreuses visites, particulièrement durant l'été, là, où sa famille va même aller le rejoindre sur l'île entre juin et septembre. Les gardiens doivent par contre laisser le bateau de service sur l'île pour l'hiver parce qu'ils ne peuvent pas naviguer avec lui sur les eaux où il y a de la glace pour ne pas l'endommager. La première et la dernière traversée, donc, se font en chaloupe à la rame. Ça prend environ 4 à 6 heures selon la température. Et ça prend des bras. Et ça prend beaucoup de bras, effectivement, de la rive jusqu'au phare du Pot-à-l'eau-de-Vie, en fait. Le 30 janvier 1928, un article paraît dans le journal La Patrie. On s'inquiète, il faut dire qu'on s'inquiète souvent au Québec. On aperçoit des lumières mystérieuses sur l'île en plein hiver. Fantômes, extraterrestres, phénomènes naturels, on ne le sait pas. Évidemment, les journaux vont en parler longtemps et les autorités fédérales vont finir par envoyer sur les lieux le brise-glace Mikula. Le capitaine conclut après son enquête, il a fait le tour de l'île, que les lumières sont causées par un mirage d'hiver, tout simplement. La rencontre au-dessus des îles des lumières de Rivière-du-Loup et de Saint-Siméon provoque une étincelle, une lueur ou quelques étoiles de temps à autre. C'est tout à fait normal, paraît-il. L'autre théorie, évidemment, elle viendra plus tard. Si on est entre les îles, on est caché de pas mal tous les côtés. C'est donc l'endroit idéal pour faire de la contrebande. Évidemment, c'est le repère des contrebandiers qui exportent de l'alcool vers les États-Unis où la prohibition rend tout ça illégal. Roger Dubé, le dernier gardien du phare, racontera après sa retraite qu'il avait dans les années 20 entre 8000 et 9000 caisses de scotch, de gin et de brandy cachées dans les grottes de l'île. Hey, il de y quoi en se faire a, une là, méchante brosse hein, Il y en a, oui. Il y a des tout un pirates. coup, pour effectivement. passer l'hiver. Lave-la ton histoire de pirate. Elle est là, elle est là. Petit mot sur les Dubé, d'ailleurs. Ils seront les gardiens de phare là, de père en fils pendant pratiquement tout le 20e siècle. Wow. Donc, c'est un métier qui se transmet de génération en génération. Pour l'anecdote également, les gardiens du phare étaient probablement au courant qu'il y avait des caisses de gin, sauf qu'il y en avait 8 à 9 000. Mais comme ils tenaient à leur vie, ils n'en disaient sûrement pas un mot. Peut-être qu'ils en recevaient pour Noël. Probablement, mais
pour la traversée en chaloupe, Pour ça saler, devrait se peut-être donner être du agréable C'est ça. Donne-moi quelques bouteilles de scotch. Je ne veux pas savoir Ah ce bah. que tu fais. avant d'arriver au party de Noël. Voilà. En 1921, pour contrer la contrebande, le gouvernement du Québec met sur pied la police des liqueurs, qui deviendra plus tard la Sûreté du Québec. Les agents ont pour mission de démanteler les réseaux de trafic et d'arrêter les bootleggers. Il y en a plusieurs dans le Bas-Saint-Laurent, d'ailleurs, des célèbres bootleggers. Ça brasse pas mal à l'époque et la police sera confrontée fréquemment aux hommes d'Al Capone dans les zones proches de la frontière américaine. Les îles sont cachées. Elles ne sont pas loin non plus de Terre-Neuve et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui en fait une plaque tournante intéressante aussi pour le commerce illégal d'alcool. Et dès qu'on réussit à atteindre la rive, en fait Rivière-du-Loup, on est à 60 km de la frontière américaine, ce qui est vraiment pas loin. Avec le Maine, dans ce coin-là, je pense. Exactement, oui. En fait, les Américains avaient tenté d'avoir Rivière-du-Loup lors des renégociations de frontières. Ça n'a pas fonctionné, donc il y a une espèce de pointe qui s'avance dans le Québec et qui redescend par la suite jusqu'au Nouveau-Brunswick. Dans les années 1940 et 1950, le commerce du bois prend de l'ampleur sur les îles. On va construire un camp de bûcherons, on va aménager un camp de bûcherons. Il y aura une cinquantaine d'hommes qui travailleront tout l'été. Sur place, on va construire un dortoir, un réfectoire et une cuisine, des routes forestières. On va parcourir l'île, on va couper le bois. Donc, on va vraiment transformer l'île. On va en changer, sa nature, son visage. On va enlever beaucoup d'arbres. Et elle ne sera plus jamais pareille, évidemment. En 1964, le phare est abandonné et les îles subissent une importante spéculation foncière. Il y a plusieurs projets en place. On se la vend, on la revend, on l'achète. On prévoit même développer un quai en eau profonde pour le gaz liquide. Projet intéressant quand même. Non, pas du tout. C'est ça. Dans les années 1980, la Société du Vénard fait l'achat des îles dans le but de le préserver et de créer un sanctuaire marin. Bravo. Oui. Aujourd'hui, elles sont accessibles pour les touristes, donc pour vous ici qui nous écoutez attentivement à la chaleur du soleil. Vous pouvez dès maintenant quitter la station éphémère et aller passer plusieurs nuits en camping, dans le phare, dans la petite auberge ou dans les quelques chalets qui ont été construits près de l'anse Walker. L'endroit est charmant, plein d'histoire, et quoi de mieux pour vos prochaines vacances que de joindre patrimoine et touristes. Et surtout Tourisme. d'avoir l'air bien intelligent auprès de famille et amis avec Tout à fait, vous tous racontez ces ça. faits que David vient de nous raconter. Saviez-vous que... Donc voilà, c'était la dernière émission d'Histoire de passer le temps, gang, de la saison 2017-2018. Merci à mes 3 chroniqueurs du jour, Gabriel, Mathieu et David, ainsi qu'à la délicieuse Magali d'avoir été là aujourd'hui, et à Mathieu à la régie de Choc.ca aussi. Merci à toute l'équipe d'Histoire de passer le temps pour les émissions pertinentes et bien recherchées sur des sujets assez variés. Merci tout au long de la saison. Merci de m'avoir accueilli dans l'équipe de Collabo aussi. Et on remercie aussi Choc.ca de nous avoir permis de finir en beauté à la station éphémère. Venez cet été et allez voir leur page Facebook pour la programmation des activités de ce beau lieu montréalais. Oui, David? Très important aussi, passez un bel été et reposez-vous. Oui. Sans culpabilisation. Exactement. Oui. Bon, Et Chance que t'es là, David. Sinon, je l'aurais pas fait. allez aussi aimer notre page Facebook pour avoir des nouvelles de nous en septembre. Parce que Suivez-nous sur Twitter. sur Twitter aussi. Et pour écouter et réécouter nos émissions en balado-diffusion, c'est sur choc.ca. Sur ce, c'était Maud Savaria pour Histoire de passer le temps. Bon été, on se revoit en septembre. Manquez pas ça!